Il est, il est présent avec nous, notre invité. Bonjour Joseph. Bonjour Nesrine. Comment ça va? En pleine forme, tout va bien. Bien. Alors, NVMe, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Très honnêtement, non. Ouais. Je découvre, donc non, ça ne me parle pas. Si j'ai pas de chemin, je vais créer le mien. D'accord. Donc, alors, par contre, ça me parle. De cette façon-là, oui, ça me parle. Alors, comment tu as créé ton chemin en fait? Alors, moi, justement, c'est bien de me poser cette question parce que pas plus tard qu'il y a allez, un quart d'heure, j'ai passé sur mon compte Facebook Ouais. une publication où j'ai mis soit acteur de ta vie et non pas spectateur de ta vie. Alors pour créer son chemin, c'est ça, très clairement. Il faut être acteur réellement de sa vie. Quand on est acteur, bah, on crée son chemin et il faut surtout avoir des convictions et de vraies convictions. Alors après, on peut se dire qu'on va créer son chemin d'abord et avant tout parce que un peu comme un enfant, et ben on est au départ, on est petit, mais on apprend, et il faut toujours apprendre. Donc il faut se former, il faut être une éponge au départ. Moi j'ai toujours été une éponge au départ, c'est-à-dire j'ai toujours essayé de prendre un maximum d'informations, de me former le plus possible, et puis surtout d'être entouré très clairement des meilleures personnes possibles pour moi. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, ben, on avance, et on crée justement son chemin, on crée son sillon. Et c'est comme ça qu'à un moment, ben, on se cultive aussi, on se cultive professionnellement, mais pas que uniquement professionnellement, et on avance. Et plus on avance, plus on a envie d'avancer, et plus on s'élève en fait, et ça c'est important. Alors, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est venu comment en fait? En fait, moi, c'est venu presque naturellement parce que moi, je suis un pur commercial à la base, hein, faut le dire clairement comme ça. Donc, votre formation de base, voilà, c'est moi, j'ai l'équivalent d'un BTS Action Commerciale que j'ai passé il y a longtemps, hein, parce que c'est quand même presque 40 ans de carrière maintenant au niveau commercial. Et puis, donc, j'ai fait un BTS Action Commerciale. Alors, c'était par défaut ou c'était un choix bien précisé? C'est un choix parce que j'ai toujours aimé, on va dire, vendre, hein, très clairement. Il faut employer ce terme-là qui est vraiment le terme et qui est vraiment le verbe qu'on peut employer, c'est vendre. Donc, parce que j'aime vendre, j'ai toujours vendu pas mal de choses, même étant adolescent. Ouais, exemple. Et voilà. Pour inspirer les jeunes là, ah bah oui, qui aiment vendre. Voilà, il faut aimer vendre. Hein. Bon, moi j'ai un peu ça dans le sang, hein, très clairement. Moi j'aime vendre, j'aime bien argumenter, j'aime bien convaincre. Parce que vendre, c'est aussi convaincre, mais pas convaincre n'importe comment. Donc, parce qu'il faut créer en fait l'envie d'acheter, il faut créer aussi l'intérêt pour le client ou le futur client d'acheter, parce que c'est aussi une question d'intérêt. On n'achète pas comme ça juste par plaisir. Enfin, ça arrive de temps en temps, histoire de se dire, tiens, j'ai un joli sac, là, j'ai envie de l'acheter juste par plaisir, mais en règle générale, c'est plus par intérêt que l'on achète, parce qu'il y a un intérêt pour soi. Mais moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat assez naturellement, parce qu'en fait, j'ai d'abord eu une première partie de ma vie où j'ai été salarié, et puis en 2002, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une entreprise italienne dans un salon, et je suis tombé amoureux tout simplement des pots et des jardinières que cette entreprise fabriquait, et qui fabrique toujours, hein, donc c'est une entreprise qui est du côté de Vicenza, à côté de Venise, et j'ai trouvé ces pots italiens magnifiques, et dans la discussion avec le patron, le fondateur de cette entreprise, je lui dis comment est-ce que vous commercialisez vos produits en France, et c'était à Paris, hein, c'était un salon à Paris, et il m'a dit bah, pour l'instant on essaie de repérer le marché, mais on ne sait pas trop comment on va vendre ces produits et comment on va les commercialiser en tout cas. Et là je lui ai dit, mais de façon très spontanée, j'ai dit bah tiens, je vous propose de devenir votre agent commercial pour la France et de développer vos produits en France. Et là il m'a regardé, il m'a dit ah ouais, bah, pourquoi pas. Et un mois après, bah, je signais mon contrat d'agent commercial pour eux, et donc je suis devenu chef d'entreprise à partir de là, puisque je suis intervenu pour lui en tant qu'indépendant. Voilà comment ça s'est fait assez naturellement. Et sans hésitation, j'ai l'impression, vous n'avez pas réfléchi 2 secondes. Non, alors voilà, j'ai pas réfléchi. J'ai l'impression. Voilà, en fait, j'avais envie au fond de moi d'aider, mais j'avais envie au fond de moi d'être chef d'entreprise, ou du moins de me mettre en indépendant, de devenir indépendant et non plus salarié. Et j'avais l'opportunité en face de moi. Quand on a une opportunité,
il faut la saisir. J'avais l'opportunité, c'était d'avoir de magnifiques pots et des jardinières sur un marché intéressant, le marché de la jardinerie, enfin sur le marché des pots pour la distribution en jardinerie par exemple, puisque c'était surtout ça l'objectif. Voilà, j'ai eu l'opportunité. Moi, je pense que il faut, à un moment, il faut se lancer, il faut dire tiens, j'ai une opportunité. Vous savez, on dit souvent, quand il y a une opportunité, il faut la saisir et se former après ou apprendre après. Mais c'est vrai que ça peut être ça aussi. Donc moi, j'ai pas hésité. Pourtant, j'étais salarié, donc j'ai démissionné tout de suite de mon poste de salarié et je suis devenu en un mois chef d'entreprise. En un mois. Voilà, c'est-à-dire que je me suis inscrit très rapidement. Vous parlez d'opportunité. Comment on reconnaît que c'est l'opportunité? Quels sont les critères? Moi, je suis un intuitif. Il y a une définition. Moi, je suis un intuitif avant tout. C'est-à-dire que moi, je sens les choses assez rapidement. Moi, l'opportunité, je l'ai sentie parce que d'abord, je vous dis, ces pots étaient magnifiques. C'était des pots italiens. J'ai du sang italien dans mes veines, donc quelque part, ça m'a forcément... J'allais poser la question, mais... Ça m'a forcément influencé, sensibilisé, on va dire. Ouais. Et parce que, voilà, ça a été presque naturel. Enfin, c'était naturel de sentir que c'était le moment. C'était le moment. C'était pour moi une évidence. Donc, il fallait que je le fasse à ce moment-là. Et je lui ai dit, je vous propose de les commercialiser pour vous en devenant votre agent commercial, mais je l'ai dit de façon hyper spontanée. Voilà, c'est des choses naturelles qui se font. Il y a des fois, enfin je pense franchement que quelquefois, quand on veut se mettre à son compte et devenir chef d'entreprise, il faut avoir une part d'insouciance et une part d'inconscience. Et à partir de là, hop, on fait les choses, on se dit mais maintenant j'ai plus le choix, j'y vais quoi. Ah, il ne faut pas se laisser le choix quoi des fois. Non. Non. Quand on se laisse trop de choix, il peut se passer souvent des choses, c'est qu'on se dit alors bon, je vais réfléchir, je vais voir, oui mais peut-être, peut-être pas, non mais là. Alors c'est bien, il faut faire des études de marché quand même, il faut, voilà. Mais je peux vous assurer que quand on vous jette dans le bain... On se lance en parallèle quoi, j'ai l'impression que c'est votre process en tout cas. De se lancer comment? Ben, en même temps en fait, de faire les études de marché après, en commençant, en débutant les choses. Moi j'ai fait plutôt les choses après. Après j'ai vu que il y avait très rapidement, il y avait un marché à prendre, que notamment il y avait un processus de fabrication qui s'appelle le rotomoulage, donc c'était des pots rotomoulés qui n'existaient pas encore sur le marché français. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de proposer ce process de fabrication, en tout cas ces pots rotomoulés qui n'existaient pas sur le marché français. Donc je me suis dit, il faut utiliser comme levier le rotomoulage pour pouvoir justement lancer cette gamme-là en France. Alors généralement quand c'est un nouveau produit et ça n'a pas été testé, ça n'a pas été vu, même si ça plaît à la personne elle-même, elle ne sait pas si elle va plaire à d'autres personnes ou pas, il y a ce risque aussi, ça passe ou ça casse. Voilà. Vous n'avez pas réfléchi, j'ai l'impression, ce risque. Ça passe ou ça casse. Je dirais qu'il y a cette part de risque, il faut en avoir conscience, mais le risque fait partie de l'entrepreneuriat. Ouais. On ne peut pas être chef d'entreprise sans se dire de toute façon il y aura des risques. Quand on est chef d'entreprise ou quand on devient chef d'entreprise, il y a toujours une part de risque. Il faut en avoir conscience et puis surtout se dire que voilà, ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat que de prendre des risques. Donc moi j'ai pris ce risque, mais je l'ai assumé et n'empêche que ça a bien fonctionné parce que je me suis donné les moyens aussi que ça fonctionne. Ça veut dire quoi de se donner les moyens que ça fonctionne? J'ai communiqué sur les pots en parlant du rotomoulage, donc j'ai sensibilisé les clients ou les futurs clients sur ce nouveau process de pot, en fait, sur ce nouveau process de fabrication. J'ai mis en place une structure en m'appuyant sur des grossistes à l'époque qui avaient eux-mêmes des commerciaux, donc je me suis appuyé sur eux pour pouvoir effectivement développer de façon peut-être plus évidente avec des commerciaux, mais qui n'étaient pas forcément mes commerciaux, mais c'était en fait de l'externalisation d'une certaine façon commerciale. En fait, je me suis quand même donné dans ma stratégie et dans ma réflexion commerciale globalement, les moyens aussi de réussir. C'est-à-dire que j'ai pas lancé les choses comme ça en disant on verra bien comment ça. Je me suis dit ça va fonctionner. De toute façon, quand on est chef d'entreprise et qu'on veut devenir chef d'entreprise, il faut se dire dans tous les cas ça va fonctionner. Je vais mettre tout ce qu'il faut en place pour que ça fonctionne. C'est ça la clé. C'est vraiment ça. Gardez en tête cette clé. Il faut mettre en tête que ça va fonctionner à tout cas. Voilà. Et dans toutes les circonstances. Ça va fonctionner parce qu'on va se donner les moyens, tous les moyens, mentalement aussi, il ne faut pas oublier, parce que c'est vraiment une affaire mentale, c'est une affaire psychologique. Ça veut dire que
on se dit, je vais tout mettre en place pour que ça fonctionne. Voilà. Quels sont les défis que vous avez rencontrés au début de cette aventure qui n'était pas, qui était spontanée? Quels sont les points que vous n'avez pas peut-être anticipés, que vous n'avez pas vus? Parce que passer d'un salarié à un entrepreneur, c'est tout à fait différent, c'est pas le même enjeu. Quelles étaient les difficultés de base? Les difficultés au départ, elles sont plus d'ordre administratif. C'est Oui. surtout ça, parce que c'est vrai qu'au départ, on ne sait pas trop d'abord sur quel statut juridique on va se mettre, comment on va installer sa société. Les difficultés, c'était de savoir si j'allais prendre des locaux, au minimum des locaux, type bureau dans ce style-là. Ça, c'est les difficultés qu'on n'envisage pas au départ, parce que voilà, on se lance, mais on se dit, ah mince, oui, mais il faut que je pense aussi à ça, il faut que je pense à ça. C'est aussi toute la partie cotisation, URSSAF, ou dans ce style-là, enfin toute la partie, on va dire, un peu plus institutionnelle, ou dans ce style-là. Et qui fait mal aussi. Qui fait mal, et puis qu'on n'évalue pas toujours de la même façon, qu'on se dit, ah ben, je vais gagner de l'argent, mais je vais aussi devoir en redonner très clairement à l'État, hein, puisque au passage, il ne faut pas oublier qu'un chef d'entreprise, il rétrocède de l'argent à l'État, alors à la fois pour sa propre prévoyance, on va dire pour sa retraite ou pour son assurance maladie, mais globalement c'est de la redistribution aussi de ce que l'on gagne. Voilà, et parce que ça fait partie aussi de la collectivité, mais ça fait partie des défis au départ, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas à tout en parallèle à toutes ces petites choses qui se mettent en annexe, donc toute la partie administrative notamment, la partie gestion aussi, parce que gérer une entreprise, il faut quand même avoir un minimum une comptabilité qui soit la plus saine possible assez rapidement aussi. Donc ça, c'est pas que de vendre, il faut vendre, trouver les clients, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a aussi en parallèle des défis à remonter d'un point de vue comptable, gestion, d'un point de vue juridique. Voilà, ça c'est aussi des difficultés. Et puis alors, le principal défi, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le défi mental. C'est est-ce que mentalement, on est en capacité tous les jours, je dis bien tous les jours, ouais, d'être suffisamment costaud mentalement pour toujours se relever et toujours se challenger. Ça, c'est primordial. Primordial. Et on va en revenir après, parce que le mindset, c'est important. C'est avoir ce mental guerrier, si je peux me permettre. Vous étiez accompagné au début? Vous avez pensé être accompagné, ou vous avez fait les choses d'une manière autodidacte? Voilà, autodidacte. Je me suis fait accompagner parce que j'ai été chercher notamment un comptable assez rapidement, parce que je suis allé chercher un cabinet d'avocats pour l'aspect juridique. Je me suis fait accompagner surtout dans ce sens-là, je vous dis plutôt pour la partie purement administrative, on va dire globalement, ou dans ce style-là. Je me suis fait accompagner parce que j'ai trouvé des locaux assez rapidement, donc j'étais installé dans un coworking, centre d'affaires, mais j'ai fait les choses de façon très autodidacte, hein, voilà, et de façon très intuitive aussi, hein, parce que moi je suis un intuitif, comme je le disais tout à l'heure, et voilà, je ressens assez vite où je dois aller, comment je dois aller, comment je dois y aller. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai réussi, parce que voilà, mon intuition m'a porté aussi. Je prends ça comme un compliment, parce que vous avez accepté mon invitation, et merci d'ailleurs. C'est avec un grand plaisir, c'est avec un grand plaisir. Il y a les frais à éviter quand on se lance. Quels sont, si tu as à refaire l'expérience, c'était quoi? Les frais à éviter, c'est forcément, alors moi je les ai pas évités, mais c'est peut-être d'évaluer justement de pas trop dépenser d'argent en frais de déplacement par exemple, et trouver peut-être des formules. Alors ça tombe bien parce que maintenant on a des formules en visio dans ce style-là, et pourquoi pas éviter quand même de faire trop de frais, éviter peut-être au départ des frais justement de structuration, enfin de locaux dans ce style-là. C'est vrai que souvent on dit qu'on commence dans un garage pour faire ses premières affaires. Bon, c'est vrai que je pense que c'est des frais qu'on peut éviter au départ. C'est sûr qu'il faut avoir quand même un souci de trésorerie au départ, de se dire, bon, il ne faut pas que je dépense trop d'argent non plus, n'importe où, n'importe comment. Donc il faut se fixer des priorités. Bon,
moi, j'admets que je me suis pas forcément... enfin, moi, je me suis laissé aller assez vite, dans le sens où j'ai pris très vite un bureau. J'ai fait quand même quelques frais de déplacement, parce que je voulais quand même vraiment me déplacer, rencontrer les clients. Les visios n'existaient pas forcément à l'époque, donc c'était moins favorable. Donc, il fallait quand même aller... mais je pense qu'on peut déjà éviter ces frais-là au départ. Je vous dis, quitte à avoir effectivement son bureau dans son garage ou dans ce style-là. Voilà, je pense que c'est surtout ces frais-là au départ qu'il faut éviter. Après... il ne faut pas éviter certains frais. Alors, moi, je dis que, par exemple, les frais comme la communication, les frais de communication, il ne faut surtout pas les éviter, parce que c'est la communication aussi qui va faire aussi la différence, qui va faire qu'on va vous repérer vos produits, ou votre service, ou vos services, ou vous repérez vous, en tant que personne. Donc, la communication, ça, par contre, il ne faut surtout pas négliger les frais qu'on peut engendrer et mettre en place sur la communication. Avec la modernisation et la technologie, est-ce que les moyens, certainement les moyens de communication ont changé, mais est-ce qu'il y a des classiques à garder en place? Est-ce que les bases, ils sont toujours les mêmes pour communiquer? Non, ça a évolué, très honnêtement, entre ce que moi j'avais mis en place comme communication, où j'étais communication, on va dire, plutôt magazine ou dans ce style-là, notamment les magazines spécialisés, où j'affichais mes produits avec des photos, des petits articles classiques ou dans ce style-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même tous les réseaux sociaux qui quand même permettent, et on le voit bien aujourd'hui encore, qui permettent quand même de communiquer de façon assez évidente, assez facile, et puis surtout à moindre frais, très clairement, voilà. Donc aujourd'hui, non, il faut aussi s'adapter et puis utiliser un maximum les réseaux sociaux. Hein. Donc c'est plutôt un allié et pas un ennemi, oui, tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui aussi. Moi, Vous les utilisez? Ah oui, énormément. Ouais. Moi, je suis sur tous les réseaux sociaux, alors tous. Je suis même sur Snapchat. Alors je dis Snapchat parce que je sais que Snap, c'est plutôt un réseau de jeunes, de jeunes, comme on dit. Mais moi, j'ai tous les réseaux. J'ai tous les réseaux parce que je pense que justement, on peut toucher à un moment plutôt des gens sur Facebook, ou alors plutôt des personnes sur LinkedIn, ou plutôt sur Snap, et pourquoi pas des jeunes qui vont se dire tiens, voilà. Et moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, et après, il faut savoir les utiliser, pas écrire n'importe quoi, pas y mettre, enfin pas publier n'importe quoi non plus. Il faut faire attention dans ce que l'on écrit, ce que l'on met, mais il faut les utiliser, oui, tout à fait. Les outils pour vendre aussi, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'il y a une évolution? Sur quel point? Oui, bien sûr. Vous savez, moi j'ai commencé à vendre, donc ça va faire 36 ans. Je vendais, j'avais un bon de commande papier, un stylo, et je prenais les commandes comme ça. Alors, je vous mets combien de paquets de ci? Voilà, c'était même avant, vous savez, la fameuse image où on avait le stylo sur l'oreille, enfin le crayon sur l'oreille. Voilà, donc les choses ont évolué et continuent d'évoluer. Donc aujourd'hui, on prend plus favorablement des commandes, avec soit une tablette ou dans ce style-là, mais aujourd'hui on fait de plus en plus, si vous voulez, des offres qui se font à travers des mails qui sont envoyés, des devis ou dans ce style-là, mais c'est clair que ça a vraiment très, très évolué, et ça continue d'évoluer, et puis je trouve que c'est très bien. Il faut savoir s'adapter et évoluer. Vous savez, moi, j'ai l'image aussi de la grande époque où on parlait non pas des commerciaux, mais on parlait des représentants. Ouais. Donc, moi, j'appelais ça les représentants tentants. Enfin, c'était assez péjoratif de le dire comme ça. Est-ce qu'il y a une différence déjà entre les deux? Le représentant, il avait, vous savez, sa petite mallette bien plate, là, vous savez, c'est en attaché-caisse. On appelait ça l'attaché-caisse. Vous avez forcément pas connu, mais il partait du lundi au vendredi avec son attaché-caisse, avec son. Il fait porte-à-porte, c'est ça? Il faisait ses porte-à-porte, il faisait client-client, il dormait à l'hôtel. Voilà, et les choses ont évolué, c'est fini. On n'a plus le représentant de l'époque qui arrivait en disant avec ses échantillons, voilà, je vous présente mes échantillons, mes cravates que je vais vous vendre. Enfin voilà, les choses ont bien évolué. Mais il y en a qui se lancent de cette manière aujourd'hui. Alors, le porte-à-porte dans ce style-là existe toujours. Ouais. Hein, on va prendre l'exemple de tout ce qui touche, par exemple, les alarmes ou dans ce style-là, ou le photovoltaïque et tout. Il y a forcément des les produits cosmétiques aussi, les produits raffinés. Voilà, il y a beaucoup de produits qui continuent à se vendre d'une certaine façon, soit en porte-à-porte ou soit en réunion, puisqu'il y a les fameuses réunions. Alors ça, c'était la grande époque où Tupperware, pour les citer, faisait les fameuses réunions. Donc ça existe encore. Mais c'est vrai que l'approche n'est pas tout à fait la même par rapport à avant. Et puis, c'est vrai qu'il y a plus, malheureusement, je pense aujourd'hui, un peu plus de réticence de la part des prospects ou des futurs clients quand on vient toquer à leur porte et dire voilà,
j'ai un service à vous proposer ou j'ai un produit à vous proposer. Bon, c'est vrai que l'approche est complètement différente. Donc, il faut aussi savoir évoluer là-dessus et apporter de l'innovation même sur la façon de vendre. Il faut être très innovant dans son approche. Après, il y a toute la communication qui favorise aussi le porte-à-porte. Si je prends l'exemple de certaines entreprises d'alarme qui aujourd'hui n'hésitent pas à communiquer à la télé, et c'est vrai que le vu à la télé permet aussi des fois d'accepter plus favorablement d'avoir un vendeur à la porte, ou du moins un représentant, un commercial à la porte qui vient toquer en disant voilà, je viens vous vendre de l'alarme. Ah oui, j'ai vu effectivement votre marque à la télé, donc ça peut favoriser ça. Alors pour rester un petit peu sur la vente, quelques clés pour les personnes qui aiment vendre, qui veulent se lancer dans la vente, les secrets pour bien vendre et mieux vendre. Ouais, mais si je donne tous les secrets, non. En fait, la phrase, la définition de la vente, ça c'est vraiment ça le secret. Il faut la retenir et écoutez bien et retenez bien, c'est que vendre, la définition de la vente, vendre, c'est convaincre un interlocuteur, donc que ce soit un prospect ou un client, de l'intérêt qu'il a à travailler avec vous. À partir du moment où vous l'avez convaincu qu'il a un intérêt de travailler avec vous ou d'acheter vos produits, si c'est un intérêt pour lui, il vous achète. Ça, c'est vraiment la phrase qu'il faut retenir, que j'ai toujours utilisée toute ma vie. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un client ou un prospect devant moi, si je l'ai convaincu qu'il a vraiment un intérêt pour lui, il signe. Voilà. Ça, c'est vraiment hyper important et c'est vraiment cette clé-là qu'il faut retenir. On sait que le parcours d'entrepreneur, c'est pas linéaire. Il y a des hauts et il y a des bas. Comment ça a été pour vous? C'était le premier, on va dire, descente. C'est pas il y a des hauts forcément, parce que vous donnez tous les moyens pour qu'il y ait des hauts. Moi, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Alors, vous avez des bas, pourquoi? Parce que la conjoncture fait que... enfin la conjoncture économique ou dans ce style-là peut vous amener vers le bas, parce que vous avez des concurrents qui viennent aussi vous prendre des parts de marché, parce qu'ils viennent vous proposer un produit ou un service moins cher et que vous perdez des parts de marché, et donc là vous arrivez plutôt dans le bas. Mais quand vous êtes dans le bas, il faut vite retravailler votre réflexion stratégique, votre stratégie, évaluer si à un moment il faut répondre justement à cette attaque d'une certaine façon de la concurrence, parce que c'est une attaque de la concurrence, très clairement. Donc il faut toujours se remettre en question, je vais vous dire quasiment au quotidien. Il faut anticiper le risque aussi, ou c'est coût? Ouais. C'est possible. De l'anticipation, c'est primordial. Quand on est chef d'entreprise, il faut énormément anticiper, toujours essayer, je dis bien, d'avoir un coup d'avance au minimum ou un plan B. Faire des échecs. Et les deux. Voilà. Il faut toujours anticiper et jamais, jamais, jamais se dire que les choses sont acquises. Jamais. C'est jamais acquis. Être chef d'entreprise, c'est comme ça, et il n'y a jamais rien acquis. N'oublions pas qu'au passage, on peut avoir d'autres problèmes qui peuvent arriver. Ça peut être des problèmes de santé, malheureusement, qui peuvent arriver aussi. Donc là aussi, il faut l'imaginer que, tiens, si j'ai un ennui de santé, si j'ai malheureusement un accident, comment ça va se passer pour mon entreprise? Voilà, il faut avoir des coups d'avance. Au début de parcours, j'imagine, on n'y pense pas à ces aléas de la vie. Au début, non, mais moi, j'y ai pensé très vite. Très vite, parce que en fait, c'était peut-être un peu inné chez moi, j'en sais rien, mais c'est vrai que très vite, je me suis dit, Joseph, attention, ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, essaye d'anticiper les choses, essaye de projeter, essaye de te fixer un maximum d'objectifs systématiquement. Au début, c'est vrai qu'on a tendance à laisser faire un peu les choses, mais très vite, il faut en tout cas s'y mettre, à anticiper et puis à se poser un maximum de questions et à se remettre en question régulièrement. Le point de la sécurité, parce que surtout le passage d'un salarié à entrepreneur, il y avait le salaire. Passer à entrepreneuriat, on perd ce salaire. Est-ce que ça a été un frein? J'ai vu que c'est pas un frein, mais comment le mettre en place en fait tout le long de son parcours entrepreneurial? En fait, très simple, moi j'avais déjà une trésorerie d'avance, dans le sens où je gagnais pas trop mal ma vie en tant que salarié. C'est important pour les personnes qui se lancent? Ah ouais, oui. Il vaut mieux quand même se lancer avec un minimum de trésorerie. Ouais. Parce qu'on entend beaucoup le discours, j'ai commencé zéro, sans rien.
Zéro, c'est risqué, vraiment. Ouais. Enfin, la part de risque, comme je disais tout à l'heure, elle existe et il faut l'évaluer et puis se dire que ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat et du chef d'entreprise. Mais moi, je me suis lancé, j'avais un petit matelas, on va dire, financier, hein, que j'avais mis de côté et je savais que j'allais me mettre à mon compte à un moment ou à un autre. Donc ça m'a permis quand même de vivre à peu près 2 ans à peu près correctement, mais en faisant attention à tout, évidemment. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont salariées et qui ont la possibilité, logiquement, de faire des ruptures conventionnelles, donc de pouvoir toucher au minimum les indemnités du Pôle emploi ou dans ce style-là. Donc, ça permet d'avoir une sécurité à ce niveau-là. Très clairement, par contre, attention de ne pas vouloir se mettre trop en sécurité, dans le sens où si on se dit, bon, allez, j'ai un peu d'avance en trésorerie, je peux tenir 2 ans, 3 ans, on verra bien. Ça, c'est une erreur. Il faut surtout pas, il faut partir du principe que la trésorerie est là juste pour remplir le frigo, très clairement, Ouais. se nourrir, payer éventuellement son loyer ou son crédit si on en a un. On n'est pas obligé d'avoir un crédit d'appartement ou de maison dans ce style-là au départ. Enfin, je veux dire, on peut très bien se dire, après tout, je peux être que locataire et on verra pour être un propriétaire après. Surtout, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Parce que trop de personnes aujourd'hui ont tendance à vouloir dire, j'étais salarié, j'avais de quoi me payer un crédit et je veux continuer à me payer un crédit en étant chef d'entreprise au début. Non, à la limite, pourquoi ne pas vendre son bien et dire, bah, je le vends, ça me fait aussi un matelas financier, pourquoi pas, mais en le mettant aussi de côté, mais en tout cas en essayant d'imaginer qu'on va vivre autrement au départ. On n'est pas obligé de toujours être sur une vie avec un maximum de sécurité, justement. Voilà. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé assez rapidement. J'avais vendu ma maison, j'étais locataire, ça ne m'a pas gêné d'être locataire jusqu'au jour où je suis redevenu propriétaire, mais on n'est pas obligé d'être dans la sécurité à 100% tout le temps. Est-ce que c'est un geste qui a étonné ton entourage oui, ou c'était un petit peu bien sûr. Bah, mal surtout vu? surtout ma famille, mais moi je vais prendre cet exemple, j'ai une sœur aînée qui est plutôt dans l'hypersécurité et elle a fait toute sa carrière dans l'hypersécurité justement professionnelle, on va dire en tout cas, et qui avait tendance plutôt à me prendre entre guillemets pour un fou, dans le sens où elle se disait mais il est fou, il se met dans des conditions qu'elle n'aurait jamais pu voilà. Donc oui, l'entourage, mais moi c'est ce que je dis, il faut être confiant, avoir confiance en soi surtout et avant tout, et puis surtout se dire je vais de toute façon y arriver. Alors la confiance en soi, on l'acquit, on l'apprend, comment ça se passe? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut l'acquérir, qu'on peut gagner en confiance en soi, en ayant à la fois des formations avec des personnes qui peuvent nous former sur justement la maîtrise de la confiance en soi, ou sur la maîtrise de soi, ou sur la maîtrise mentale, ou dans ce style-là. Donc oui, la confiance en soi, on peut l'acquérir. Moi, je pense quand même que au départ, en rapport avec son éducation, on l'a ou pas. Donc l'éducation joue un rôle important. L'éducation joue un rôle hyper important. Moi j'ai eu cette chance, très clairement, je le dis, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont mis sur un terrain de confiance en moi très tôt et très vite, enfin dès le départ, qui m'ont porté, très clairement, on ne va pas dire les choses vraiment, ils m'ont porté. Ils étaient, voilà, il y avait ce sentiment aussi de fierté, ce sentiment de me dire, voilà, tu vas y arriver sans problème. Moi, j'ai vraiment senti cette confiance en moi grâce à eux aussi. Et ça, c'est assez important. Alors, on n'acquiert pas ça uniquement avec l'éducation, mais ça permet d'avoir un socle au niveau de la confiance, ça c'est évident. Et après, la confiance en soi, on l'acquiert aussi au fil des années. Ça se perd aussi. Comment? Ça se perd aussi. Ah, mais ça peut se perdre aussi. Ouais. Bien sûr. Mais je pense que si on met en place tout ce qu'il faut aussi dans sa vie, on peut aussi faire en sorte qu'on continue à progresser dans la confiance en soi. Mais après, vous savez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être comme ça de toute façon la vie entrepreneuriale, mais la vie tout court, elle peut être comme ça. Et quand on chute, parce qu'il m'est arrivé aussi de chuter, il ne faut pas avoir peur de le dire, quand on chute, c'est vrai qu'on peut perdre un petit peu de confiance, mais
quand on a les bonnes bases au départ, il me semble que très vite, on remonte dans la confiance en soi. Les bases qui fait qu'une personne rebondit plus rapidement qu'une autre personne. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, il m'est arrivé de chuter, de vraiment chuter et de rebondir finalement assez vite par rapport à d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas rebondi aussi vite parce que j'avais en moi cette confiance en moi qui m'a été transmise par mes parents, très clairement. Alors, on a parlé de mindset, de la mentalité d'un entrepreneur, mais on parle aussi de ressenti, surtout dans les moments où ça chute, en fait. Comment gérer ses émotions et ne pas les laisser impacter sa mentalité? Parce que je sais qu'il y a un lien. Comment on fait? C'est pas facile. Hein. Ouais. C'est pas facile hein, de gérer ses émotions. Après, c'est aussi en rapport aussi avec, là on en parlait de son éducation, des valeurs que l'on a, en rapport aussi avec des choses qu'on ne veut pas forcément montrer. C'est pas évident. C'est pas évident à vivre forcément au quotidien quand justement on est sur une période où on est un peu moins en confiance ou dans ce style-là. Hein. C'est aussi un masque qu'on va se mettre plus facilement sur soi pour éviter le regard des autres aussi. Hein. Et leur jugement. Et le jugement, bien sûr, bien sûr. Et là, c'est pas toujours facile. Hein. Il faut être quand même assez costaud au fond de soi pour arriver quand même à maîtriser ça. Mais j'avoue que des fois, c'est pas facile. Après, moi, je pense que il faut aussi savoir lâcher prise. Donc lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, bah tant pis, le regard des autres, tout ça, on s'en fiche quelque part. Et puis à la limite, si à un moment, moi j'ose le dire, si on a besoin émotionnellement même de pleurer, mais il faut pleurer. Faut pas hésiter. C'est aussi ça le lâcher prise, hein, c'est de se dire ah, puis mince. C'est venu, c'est venu. Quoi. Voilà, je lâche prise et tout, et puis c'est ce qui peut faire aussi qu'à un moment, on peut repartir. Hein. Aujourd'hui, vous êtes un expert dans le recrutement. Oui. Comment vous avez basculé ou c'est la continuité? Comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez choisi ce secteur? En fait, c'est un peu dans la continuité, enfin même c'est beaucoup dans la continuité. J'ai toujours été en relation avec les entreprises, je suis chef d'entreprise moi-même, donc je sais qu'il y a de grosses difficultés, surtout à l'heure actuelle, dans le recrutement. Donc quand le cabinet avec qui je suis partenaire, qui s'appelle Odyssey RH, m'a demandé et m'a proposé en tout cas de les rejoindre pour justement devenir recruteur également et être consultant en recrutement, j'ai accepté parce que je pense que c'était tout à fait dans la continuité, c'est-à-dire entreprise, salariat, besoin d'apporter des solutions en CDI pour les entreprises qui sont en difficulté. Donc tout ça, pour moi, c'était évident. Voilà. Puis c'était surtout la relation, parce que moi, ce qui m'inspire vraiment et ce qui m'anime tous les jours, c'est la relation humaine. Et c'est forcément de la relation humaine, parce que aller chercher des candidats, c'est de la relation humaine. Enfin, trouver des candidats, leur proposer un poste, leur proposer une opportunité. Et puis c'est de la relation humaine du côté de l'entreprise aussi. Donc tout ça, ça m'anime. Donc moi, c'était évident. Pourquoi le choix des CDI, des placés en CDI? Parce que c'est mon choix, moi, stratégiquement parlant, là par contre, par rapport à les sécuriser. Comment? Les sécuriser? Ah, sécuriser les personnes en CDI, oui. Puis bon, parce que c'est un choix, j'aurais pu faire par exemple le choix de l'intérim, par exemple, et de devenir peut-être plutôt une agence intérimaire ou de faire plus d'intérim. Moi, j'ai fait le choix stratégique, mais là, c'est un choix entrepreneurial aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut faire des choix stratégiques. C'est un choix stratégique que j'ai fait que d'accompagner les entreprises, surtout sur la recherche de candidats en CDI. Voilà. Alors pour expliquer pour les personnes qui arrivent actuellement en train de suivre, ce que tu fais réellement aujourd'hui. Ce que je fais réellement aujourd'hui au niveau du recrutement, on est bien d'accord, on va parler du recrutement, mais en fait moi je propose aux entreprises de signer en fait un mandat de mission. En fait c'est une mission d'émission, d'aller chercher effectivement des candidats sur des profils, en tout cas sur des postes bien déterminés. Ça va être l'exemple, par exemple, une entreprise qui va avoir besoin d'un technicien, c'est effectivement de travailler avec l'entreprise sur un profil de poste, hein, en fait, et d'aller sourcer, c'est-à-dire sourcer, c'est d'aller chercher sur les CVTech, parce que moi j'ai plusieurs CVTech à ma disposition, donc j'ai pratiquement 9 millions de CV à ma disposition, et d'aller chercher pour l'entreprise des candidats potentiels qui vont pouvoir être présentés à l'entreprise
lors d'une session de recrutement. Ce qu'on appelle une session de recrutement, c'est sur une demi-journée, le matin ou l'après-midi, où on présente un certain nombre de candidats, le plus possible, et ce sont des entretiens individuels de 30 minutes, et l'entreprise, en tout cas la personne opérationnelle, ça soit la RH ou la DRH ou éventuellement le chef d'entreprise, va pouvoir rencontrer pendant 30 minutes à chaque fois des candidats, et à l'issue de cette session, pouvoir dire, bah tiens, effectivement, sur les candidats rencontrés, il y en a un ou deux qui m'intéressent, je vais les embaucher ou je vais en embaucher un. Voilà. C'est ça le principe, c'est faire du sourcing pour les entreprises, aller proposer un maximum de candidats en fonction du profil défini. Et du tout corps de métier. Tout corps de métier, toute activité. Alors, moi, j'interviens dans l'automobile pour des postes de mécanicien, carrossier, des vendeurs automobiles. J'interviens également pour des entreprises industrielles qui ont besoin de techniciens, soit itinérants ou sédentaires. Ça peut être une pharmacie qui a besoin d'avoir un ou une préparatrice en pharmacie. Voilà, c'est tout corps de métier. Quelles sont les compétences que doit avoir un candidat pour les personnes qui veulent postuler ou cherchent un emploi? Quelles sont les compétences phares, on va dire? Ah là là, alors là, les compétences, ça va dépendre forcément du poste aussi, parce que les compétences, on ne peut pas déterminer non plus de façon assez générale les compétences pour... après, c'est en rapport avec le poste. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un vendeur, un commercial, bah, il faudra forcément avoir un minimum de compétences en technique de vente ou dans ce style-là. Si c'est un mécanicien, bah, forcément ce sera des compétences en rapport avec la capacité d'être bon en mécanique, d'avoir puis de savoir quand même mettre le nez dans un moteur et voir un petit peu ce qui se passe dans le moteur, par exemple, ou changer des roues, voilà. Mais la compétence, on va dire, alors là, vous savez, dans les compétences, on parle de savoir-faire, donc les compétences, on va dire techniques, ou en tout cas les compétences par rapport au métier. Et après, il y a le fameux savoir-être, où là, il faut, en règle générale, alors c'est vrai qu'on a tendance à plutôt prendre des candidats qui sont soi-disant, je dis bien soi-disant, motivés. Mais bon, la motivation, c'est bien, parce que c'est souvent un peu ce qui peut faire la différence, mais est-ce que ça suffit? Pas forcément. On peut très bien imaginer, moi j'ai eu le cas, d'avoir un mécanicien qui semblait pas plus motivé que ça, qui était même sur la retenue, et pourtant il a été recruté parce qu'on avait bien perçu qu'il avait vraiment des compétences techniques qui pouvaient apporter des solutions. Et à la limite, il s'est même révélé de façon plus importante une fois qu'il a eu le poste, parce que finalement... il s'est dit, il a pris son aise, quoi. Voilà, je suis bien ici, voilà. Mais il n'y a pas de... Pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment une compétence ou des compétences. C'est en rapport avec le poste, en rapport avec le profil recherché. Bon, après, c'est sûr qu'on va plus favorablement recruter quelqu'un qui a envie. C'est l'envie qui peut faire vraiment la différence. C'est j'ai envie de travailler chez vous, j'ai envie de vous proposer ma candidature. Il y a l'envie qui fait souvent la différence. Après, moi je parle souvent d'enthousiasme, c'est l'envie et l'enthousiasme. Moi je sais que j'ai toujours trouvé un emploi quand j'étais salarié, et j'ai toujours très rapidement trouvé un emploi, parce que c'est vrai qu'il y a l'enthousiasme qui a souvent fait la différence aussi. Donc notez bien, gardez l'enthousiasme. Ça se développe aussi. L'enthousiasme ouais. Ah oui, bah bien sûr, ça s'apprend aussi l'enthousiasme. Moi je vais vous dire, l'enthousiasme c'est quoi? C'est par exemple de se lever le matin et de se forcer à sourire, par exemple. Ouais. Franchement, vous regardez dans une glace, vous n'êtes pas obligé de vous regarder dans une glace le matin en disant « Oh là là, la tête que j'ai ». Non, vous pouvez très bien vous regarder en disant « Ah, ça va être une bonne journée aujourd'hui ». Ouais, la différence, elle est importante, mais vous avez le droit de le faire, ça. Alors ça a l'air un geste banal, mais je sais, moi j'ai testé en tout cas, et j'ai vu l'impact. Ben oui. Des fois, on l'oublie. Eh ben, il faut surtout mais se forcer, c'est un bon conseil, voilà. je pense, de garder le sourire. Moi, le matin, je me force à avoir le sourire, et je veux absolument coucher le soir avec le sourire. Ah, c'est important aussi. Matin et soir. C'est-à-dire qu'il faut s'endormir avec le sourire. Parce que si on s'endort avec le sourire, très souvent, d'abord on dort bien, bien mieux, et très souvent, on se lève le matin, et on l'a déjà le sourire. Bien. Voilà. Vous savez, quand vous aimez la vie, il faut le dire. J'aime la vie. Voilà. Il faut le dire. Et la vie t'aimera de retour, quoi. Exactement. Bien. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux défis que vous rencontrez en tant que consultant, en tant que recruteur, pour dénicher des talents, pour aussi convaincre les entreprises à recruter? Il y a plusieurs défis, et puis plusieurs...
chose pas évidente, plusieurs contraintes. Bon, déjà, trouver des compétences, on va en parler, en fonction des profils, c'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple précis. Trouver des carrossiers, ça devient compliqué, parce que d'abord, il y a de moins en moins de carrossiers, et pas toujours de carrossiers si compétents que ça. Donc ça, c'est... Et le premier des défis, c'est effectivement de trouver suffisamment de candidats. Aujourd'hui, il y a une vraie pénurie, hein, très clairement, on emploie ce terme-là, mais qui est pas du tout galvaudé, c'est de dire qu'il n'y a pas assez de candidats aujourd'hui à proposer. C'est-à-dire qu'on est... Alors, est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème aussi du baby-boom? Parce qu'on n'en parle pas assez, mais est-ce qu'on a de plus en plus de personnes seniors qui sont sorties et qu'on n'a pas assez de jeunes actifs qui arrivent? Ça, je pense que c'est aussi le cas. Donc, c'est la principale difficulté, c'est la pénurie de talent. Et aujourd'hui, c'est la difficulté. Après, la difficulté, elle se situe aussi au niveau des entreprises qui s'améliorent, j'oserais dire, mais qui continuent à penser qu'on va forcément trouver le mouton à 5 pattes au niveau du candidat. Alors que les moutons à 5 pattes n'existent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils souhaiteraient avoir des candidats qui cochent toutes les cases. C'est-à-dire les compétences techniques, les compétences... Ils sont très exigeants aujourd'hui au niveau... Ils le sont de moins en moins, mais ils continuent à l'être un peu. Moi, je leur dis souvent... Le mouton à 5 pattes, malheureusement, n'existe quasiment plus, donc il ne cochera pas toutes les cases. Essayez de plutôt imaginer d'avoir un mouton à 3 pattes, hein, ça peut paraître surprenant un petit peu ces images-là, mais mouton à 3 pattes que vous-même vous allez faire monter en mouton à 4 pattes. C'est-à-dire qu'il vaut mieux quelquefois prendre un candidat un peu atypique, qui a quand même un minimum de compétences, mais qu'on va aider à monter en compétences, plutôt que de se dire je veux absolument l'hyper personne compétente qui coche toutes les cases. Ça, c'est fini. Honnêtement, c'est fini. Aujourd'hui, alors après, on peut toujours dire oui, mais alors est-ce que c'est dû à la formation globalement, à l'éducation nationale qui ne forme pas assez bien, ou est-ce que c'est justement à la formation universitaire, est-ce que c'est la formation professionnelle qui n'est pas suffisante? Il y a plein d'éléments qui peuvent justifier qu'effectivement, on a du mal à avoir. Mais aujourd'hui, une entreprise qui ne se donne pas les moyens de former ses salariés, c'est pas jouable, c'est plus jouable. Voilà. Donc ça, c'est c'est une des difficultés, et la première difficulté. Et puis l'autre difficulté, c'est le fameux management. Comment manager maintenant des salariés? Alors c'est vrai qu'on parle de plus en plus du fameux management à l'horizontale, ce qui est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux être dans du participatif que dans du directif. Mais le management, malgré tout, il faut qu'il y ait un petit peu un leader. Quand même. Alors, être leader, ça ne veut pas dire être directif, mais il faut quand même qu'il y ait un leader, un minimum, dans une entreprise ou dans des services, parce que c'est le leader. Alors, le leader, justement, il doit être inspirant. Il ne doit pas être transpirant, vous voyez, justement. Il doit être inspirant, mais pas transpirant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver face à ce leader en disant « oh là 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 là, je transpire de peur », par exemple, parce que voilà, non, il doit être inspirant. Le leader doit donner envie d'aller encore plus loin, de s'impliquer dans l'entreprise, d'aider, de conseiller, voilà. Et ça, c'est hyper important. Et c'est la fameuse intégration. Quand on intègre un nouveau salarié, il faut vraiment le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il se sente le mieux possible dans l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est Parce qu'aujourd'hui, on se donne les moyens et on met les outils nécessaires pour bien accueillir les salariés. Pas suffisamment encore. Ouais, pas suffisamment. Ah non, pas suffisamment. Aujourd'hui, on le fait, mais je vois bien qu'il y a encore beaucoup de chefs d'entreprise ou beaucoup de chefs de service ou dans ce style-là qui ne se donnent pas encore ces moyens. C'est pas suffisant. Alors moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un cabinet comptable qui avait un nouveau collaborateur qui a intégré et qui avait oublié, par exemple, c'est un détail, mais qui avait oublié de lui mettre en place son ordinateur. Le jour où il est arrivé, on dit « Ah, j'ai oublié de commander votre ordinateur ». Et ça, c'est le détail, excusez-moi, c'est le détail qui fait la différence, mais c'est le détail qui tue aussi. Parce que, vous imaginez le nouveau collaborateur qui arrive, il dit oh, il n'a même pas pensé à me... Voilà, déjà, vous voyez, vous avez un petit souci là. D'accord. Il faut rentrer dans tous les détails quand on intègre un nouveau salarié, et puis il faut là aussi au quotidien penser à toujours laisser ce qu'il faut, enfin mettre en place ce qu'il faut pour que le salarié se sente le mieux possible dans l'entreprise et qu'il ait envie de vraiment bosser pour cette entreprise. Alors c'est par manque de moyens ou par négligence qu'on ne met pas
un peu des deux. On va dire mais l'environnement. Plutôt négligence. Négligence. Plutôt négligence. Malheureusement, je trouve que c'est plutôt parce que voilà, on est pris par d'autres choses. On pense justement à ses clients et plutôt que de penser à ses salariés, parce que on se laisse emporter par le quotidien de la vie professionnelle. Mais c'est primordial. Il faut rentrer dans tous les détails systématiquement. Je vais vous dire, ne serait-ce que, moi je l'ai vu, une directrice d'un atelier qui prend la peine, et ça c'est un détail aussi qui est important, qui prend la peine tous les matins d'aller serrer la main à chaque personne dans l'atelier, chaque mécanicien, chaque carrossier, chaque personne administrative au bureau. Mais vous voyez, ça c'est toute la différence aussi. Pourquoi on imaginerait d'arriver, allez, voilà, je prends mon poste, je vais aller dans mon bureau, là. Non, je serre la main à chacun de mes collaborateurs. Je leur dis bonjour. Je crée une ambiance. Je crée l'ambiance de leur dire, bah, tiens, tous ensemble, on va boire le café à 10h, on s'arrête tous, on boit le café tous ensemble. C'est primordial, ça. C'est important pour le bien-être au travail, pour la productivité, pour tout. C'est non seulement c'est important, mais c'est vraiment, comment dire, c'est indéniable, il faut le faire. Hein, voilà, c'est incontournable même pratiquement. Bien sûr, bien sûr. L'importance de recruter pour les entreprises, de faire le bon choix. De faire le bon choix du candidat. Ouais. Ah, ça, je vous dis, c'est jamais évident de se dire c'est vraiment le candidat. Par contre, moi, je pense que quand on ressent le candidat et qu'on se projette un petit peu avec lui, après, c'est le rôle du manager ou du chef d'entreprise ou de l'opérationnel, peu importe, de mettre en place ce qu'il faut pour vraiment ensuite l'accompagner et lui donner vraiment envie d'être bien en application dans l'entreprise et en implication dans l'entreprise. Et puis surtout, se dire que c'est peut-être pas le meilleur choix, mais ça peut devenir un bon collaborateur malgré tout. Alors, je vais revenir vers ton accompagnement. En fait, il se passe de quelle manière? Et est-ce qu'un accompagnement avant et après placer les candidats? Bien sûr. C'est un accompagnement tout le temps. Oui, mais de quelle manière en fait? Alors avant, forcément, avec le coaching qu'on peut avoir pour justement proposer une opportunité, parce que c'est aussi souvent des personnes qui sont déjà en poste, Ouais. et qui se disent tiens, et pourquoi pas changer d'entreprise parce que c'est une nouvelle opportunité, ou alors ça peut être pour des candidats qui sont déjà, qui sont malheureusement au chômage ou dans ce style-là, donc voilà, mais les accompagner en les coachant jusqu'au moment où ils vont avoir l'entretien. Donc les accompagner sur justement travailler leur façon d'être, leur savoir-être, mais également leurs compétences pour être sûr qu'ils eux-mêmes ciblent bien en quoi ils sont compétents, les accompagner jusqu'à l'entretien et être sûr qu'ils seront bien présents aussi à l'entretien, il ne faut pas oublier, parce que malheureusement on peut aussi perdre des candidats qui ne veulent pas finalement au dernier moment y aller à l'entretien, soit parce qu'ils ont eu des craintes, soit parce qu'ils ont justement un manque de confiance en eux et ils se disent oulala, ça va être. Parce que pour certains, un entretien de recrutement, c'est presque comme passer un concours, hein. Pour certains, ça peut être énorme. Hein. Donc il faut les accompagner mentalement aussi, donc c'est du coaching mental surtout. Et puis après, s'ils sont recrutés, il y a toute cette partie intégration où on essaye de les suivre, de voir si justement tout se passe bien au niveau de leur intégration, quitte à ensuite revoir avec le chef d'entreprise s'il y a 2-3 petites choses qui semblent un petit peu être loupées ou manquées. Voilà, donc c'est de l'accompagnement aussi par la suite, c'est une forme de coaching. On appelle assez régulièrement les candidats quand ils sont en poste pour savoir comment ça se passe pour eux, s'il y a des choses à faire améliorer ou pas. Est-ce que ça vous arrive des fois d'intervenir et d'essayer de convaincre des entreprises à recruter tel candidat? Ah oui, souvent. Souvent. Souvent, bah oui, souvent parce que il y a toujours cette part de la part des chefs d'entreprise ou des entreprises. Une anecdote à nous raconter? D'être dans l'hésitation. Et oui, une anecdote je vais vous raconter, mais très souvent, on leur dit moi je pense qu'après avoir pris telle ou telle note sur tel ou tel candidat, il semblerait qu'il corresponde dans les grandes lignes, alors pas à 100%, mais au moins à 90%, il correspond à être
le candidat qui semble pouvoir travailler pour vous. Des exemples, je vais vous dire, c'était en région parisienne pour un restaurant, ça peut paraître assez particulier, où on avait présenté parmi tous les candidats, c'était pour un poste de chef cuisinier, on avait présenté un architecte. Oui. Voilà. Et là, un architecte, cuisinier, c'est pas possible. Enfin, quelque part, le patron se dit. Et là, on a expliqué pourquoi il y avait un intérêt de le rencontrer. Donc, il l'a rencontré. Et, effectivement, il se trouve que parmi tous les candidats qui ont été présentés, c'était celui qui était architecte, mais qui était tellement passionné par la cuisine, tellement passionné par l'art de la cuisine, il devenait architecte de cuisine. C'était un architecte de la cuisine. Il avait une façon de faire ses plats. Voilà, il y avait des parfums que d'autres n'arrivaient pas à faire ressortir dans ses plats. Il y avait des couleurs. Il y avait voilà. Donc, il a été recruté. Mais là, il a bien fallu convaincre quand même le patron du restaurant de se dire, je vais recruter un architecte qui va devenir mon chef cuisinier. Et c'est marrant. Il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo d'un architecte qui s'inspirait en fait des légumes et des fruits. En coupant les légumes, il voyait les structures et c'était magnifique ce qu'il a créé. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller aussi chercher des candidats atypiques, ce qu'on appelle les fameux atypiques. Ça représente à peu près 20% des candidats en règle générale que nous on présente, mais les atypiques, des fois, on peut être largement super surpris. On se dit, ah oui. Ou alors, ça peut être, j'ai eu le cas, un carrossier, enfin une entreprise de carrosserie à qui j'ai imposé, entre guillemets, une femme, qui était pour un poste de chef d'atelier en plus, et qui au départ a dit, oh là là, une femme, vous savez, on est dans un univers d'hommes, voilà. Monsieur rencontrait cette femme, et il l'a embauchée. Et pourtant, c'était une femme, et j'avais présenté 5 candidats, et il y avait 8000 femmes. Donc voilà, il faut s'ouvrir. D'abord, il faut s'ouvrir, il faut changer un peu les paradigmes du recrutement en règle générale, et puis changer les paradigmes, j'oserais dire presque philosophiques. Il faut s'ouvrir. Voilà. Et puis se dire que même si ça ne marche pas, on a quand même tenté. On se dit, tiens, et pourquoi pas? Si ça ne fonctionne pas, dans le sens où on se dit non, après réflexion quand même, non, je ne vais pas recruter cette personne, mais on rencontre. Il faut absolument rencontrer les personnes. De toute façon, je vais vous dire, moi, un CV, c'est bien de faire un CV, ça reste quand même une base, un cursus professionnel, un cursus de formation, bon, ça permet de reconnaître, mais de loin, ça ne suffit pas. Il faut rencontrer les personnes. Il faut échanger avec les personnes. Il faut essayer de voir qui elles sont, ressentir, et se poser des questions sur chaque personne. Aujourd'hui, un CV, ça suffit, où on regarde les origines, la photo? Honnêtement, je viens de le dire... par rapport aux personnes qui ont l'impression de subir une exclusion pour tout genre d'excuses, que ce soit la race, issue de l'immigration. Non, non, moi je pense qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Et puis on sait très bien que, enfin moi le premier, je ne m'arrête surtout pas à ça. La photo, c'est pas ce qui va vraiment mettre l'accent sur la personnalité de la personne ou sur sa façon d'être ou tout ça. Et puis effectivement, il ne faut surtout pas imposer telle ou telle personne en fonction de sa religion ou de pas sa religion ou en fonction de son origine. Non, non. Moi, ce que je regarde sur un CV, c'est effectivement, est-ce que déjà par rapport au profil, ça peut correspondre? Si ça correspond, moi j'appelle les candidats, je les ai au téléphone. S'il y a un minimum d'aisance orale quand même qui est là, forcément. Si on a, ça m'est arrivé, hein, je vais pas vous dire le contraire, une personne qui malheureusement a énormément de mal à parler français, il faut le dire, hein, oui, non, mais c'est fait pour qui parle très très mal français, c'est compliqué. On ne peut pas demander, surtout si c'est une personne qui va être en relation avec, par exemple, des clients ou en relation avec des personnes. À un moment, il faut quand même un minimum savoir parler français. Quand on travaille en France, ça paraît tout à fait logique. Mais ce n'est pas forcément de la discrimination, c'est de se dire, pour ce poste-là, il faut quand même avoir une aisance orale, donc une aisance à parler français. C'est compliqué de présenter ça. Et l'intérêt pour le candidat d'essayer de travailler sur l'éloquence?
de mettre tout son intérêt pour s'améliorer sur la communication. Ah bah c'est ça? Bah oui, c'est ça. Il y a un intérêt là-dessus. Et puis surtout, le fait... là aussi, parce que, vous voyez, on parlait d'immigration, alors on ne va pas politiser cette émission, mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'immigration, c'est dans les deux sens. C'est la capacité à intégrer des personnes, mais la capacité aux personnes de s'intégrer. Aujourd'hui, moi je vous dis, moi je suis issu de l'immigration, puisque je suis un fils d'Italien. Mais moi, quand je suis né en France, moi je suis né en France, mais mes parents m'ont très clairement dit dès le départ, tu es en France, tu es français, tu respectes la France, tu respectes la République, tu parles français, tu respectes tes professeurs. Ouais, c'est aussi ça, l'intégration. Enfin, je veux dire, il faut que ce soit dans les deux sens. Il faut intégrer et s'intégrer. Voilà. Et à partir de là, les choses, elles fonctionnent. Pour moi, ça a toujours fonctionné. J'ai pas spécialement sorti le drapeau italien étant plus jeune. Je sortais plutôt le drapeau français. Je chantais la Marseillaise très tôt. Voilà. Moi, je pense que voilà, aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui se passe en France, et on voit bien que politiquement, beaucoup de personnes ont tendance à se dire ah, l'immigration. Mais attendez, l'immigration, pour moi, c'est pas un problème. Et d'abord, il faut pas oublier que c'est même une nécessité. Parce que d'abord, il y a la diversité, c'est important pour moi, je pense. La diversité en termes de culture, mais surtout aussi la diversité en termes de capacité mentale à pouvoir proposer aussi mentalement d'autres choses, parce qu'on est issu d'une autre culture aussi, et que ça peut être tout à fait intéressant aussi. Et puis, même professionnellement parlant, moi, il m'arrive souvent de faire recruter des personnes qui sont plutôt issues de l'immigration et qui ont des compétences qui sont sans problème, peut-être même au-dessus de certains de nos candidats qui ne sont pas forcément issus de l'immigration. Il ne faut pas que l'immigration soit un problème. Vous savez, moi je pars du principe, et je l'ai dit tout à l'heure, la relation humaine, pour moi l'humain reste l'humain, avec un grand H. L'humain, c'est l'humain. Dans le sens où on est seulement locataire de cette terre, on n'en est pas propriétaire. Exactement. Donc, il faut arrêter avec ces histoires d'immigration, parce que ça, c'est franchement, c'est du politiquement pas correct du tout, et je trouve que c'est même un abus quelque part. Alors moi, je l'ai posé exprès, hein, cette question, parce que je vais faire un petit peu le lien avec les enjeux politiques aujourd'hui. Est-ce que ça impacte sur le plan économique et politique aussi, sur la manière de recruter? C'est une bonne question, dans le sens où oui, ça pourrait. Alors je dis là, ça pourrait. Pour l'instant, on va voir comment les choses évoluent, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer bientôt au niveau politique en France. Économiquement, je pense que ça peut impacter, parce que c'est vrai que je pense qu'on aura personnellement pas mal d'investisseurs qui vont prendre du recul par rapport à l'économie française et par rapport à l'investissement en France. Il y a des choses économiquement, oui, qui vont être impactées, à mon sens. Après, au niveau du recrutement, peut-être aussi, parce que malheureusement, on a aussi des personnes dans le recrutement qui vont peut-être se laisser un peu plus favorablement porter par, entre guillemets, une forme de discrimination peut-être plus favorable. Voilà. Mais je reste au conditionnel, parce que je ne veux pas non plus affirmer des choses à 100%, mais c'est vrai que ça pourrait avoir un impact, oui. On reste optimiste. Ah ben il faut. Toujours. De deux ans de tous les cas de figure, il faut rester optimiste, mais lucide aussi. Là, vous savez, l'optimisme, c'est bien, et il ne faut pas se masquer derrière l'optimisme. Ah, je suis optimiste. Oui. Mais la lucidité, hein, vous savez, il faut être hyper lucide sur, malheureusement, et je le dis clairement, sur aussi la capacité de l'humain à, quelquefois, faire des choses pas toujours très favorables dans le sens positif des choses. Oui. Donc il faut être lucide. Hein. Ça s'apprend? La lucidité? Oui. Oui, ça s'apprend. Avec l'expérience? Avec l'expérience. Ça s'apprend, oui. Il faut prendre du recul. La lucidité, c'est aussi prendre du recul. C'est regarder les choses autrement, et en prenant le temps aussi de se poser, et de se poser le maximum de questions aussi. Mais apporter des réponses aux questions, attention. Il ne faut pas uniquement se poser des questions. Parce que tout le monde peut se poser des questions. Mais si vous n'apportez pas de réponse aux questions, c'est plus compliqué. Et on a parlé avant l'émission de l'information. Et vous m'avez dit que l'information, des fois, il faut la chercher, il faut avoir aussi de la confiance pour y aller la chercher. Et moi, je vous ai répondu, c'est pas toujours le cas. Des fois, on a l'information, mais on ne sait pas comment l'utiliser ou comment la mettre en application. Bah oui, parce que, en fait,
Souvent, c'est parce qu'on n'a pas vraiment confiance en soi qu'on ne va pas chercher l'information, parce qu'on se dit, vous savez, ça c'est souvent ce qu'on dit, il n'y a pas de questions bêtes, il y a des questions. Mais c'est un peu ça, c'est que des personnes, des fois, n'osent pas poser des questions, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, donc elles ne posent pas la question. Oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oh là là, qu'est-ce que j'ai posé cette question? Ou vous avez des fois des personnes qui posent des questions en disant, alors, je vais vous poser une question qui est peut-être un peu bête, mais voilà. Ouais. Mais non! L'information, il faut aller la chercher. Quelle que soit l'information, il faut aller la chercher, poser des questions, et puis avoir confiance en soi en se disant, même si je ne réussis pas, j'aurais quand même posé la question, et peut-être que ça va m'ouvrir aussi sur une autre solution. Ouais. Alors, en parlant de questions, quelles sont les questions que chaque entrepreneur pose, et quelle est la question que le candidat doit poser à l'entrepreneur? Alors, la question que souvent les entreprises posent, c'est une question de tout simplement, souvent, c'est de dire si un ami devait parler de vous, qu'est-ce qu'il dirait de vous? Voilà, ça c'est souvent la question qui revient. Alors, moi, j'estime que c'est plutôt une question bateau, mais voilà, c'est qu'est-ce qu'il penserait de vous, qu'est-ce qu'il dirait de vous? Donc, ça veut dire que le candidat doit se dire voilà, il faut que j'imagine un ami, qu'est-ce qu'il pourrait dire de moi. Donc, en fait, il va falloir que je parle de mes qualités et de mes défauts éventuellement, mais en admettant que ce n'est pas moi qui vais les sortir, c'est l'ami qui les dit à ma place. Voilà. Alors, généralement, on parle plus de qualité, on est plus à l'aise, plus ou moins. Mais les défauts, est-ce qu'il faut parler de ces défauts? De toute façon, ça ne veut rien dire, ça, je vais vous dire. Moi, vous pouvez très bien avoir des qualités qui, pour moi, vont être des défauts. Et vous pouvez très bien avoir des défauts qui, pour moi, sont des qualités. Finalement, les qualités et les défauts, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Moi, par exemple, je vais... par exemple, des personnes vont dire « Oh, il est très bavard pour certains, ça peut être un défaut d'être très bavard. Et puis d'autres qui vont dire « Ah, ben moi, j'adore avoir quelqu'un de bavard en face de moi, parce qu'au moins, il y a de la discussion, il y a des échanges. » Alors, les défauts et les qualités, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut vraiment définir ce que c'est des qualités et des défauts? Non. C'est chacun... Et heureusement, d'ailleurs. Mais bien sûr, mais chacun perçoit ou ressent les défauts et les qualités de l'autre en fonction aussi là de son état d'esprit, de son éducation, de ses valeurs à lui, dans ce style-là. Et de sa disponibilité sur le moi, quand j'entends dire qu'est-ce qu'on dirait de vous si un ami... Alors, évidemment, le candidat, il va se mettre dans une position favorable. En règle générale, il va dire il va dire que je suis gentil, que je suis à l'écoute, que je suis quelqu'un de dynamique, voilà. Donc il va déballer, excusez-moi du terme, mais il va déballer forcément des choses relativement positives. Donc le chef d'entreprise en face, ou du moins le recruteur, il va entendre ça, il va dire il a l'air dynamique, rigoureux, machin. Mais in fine, est-ce que c'est la réalité? Voilà. Après, la question pour la deuxième question du candidat, le candidat, lui, la question que lui, de plus en plus, pose et qui est tout à fait légitime, c'est de dire qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de venir travailler chez vous? Qu'est-ce qui va me motiver réellement à travailler chez vous? Qu'est-ce que vous... Et là, on ne parle pas de l'aspect uniquement salarial, du salaire ou dans cela, mais qu'est-ce qui fait que votre entreprise peut m'intéresser? Et ça, c'est la question que les candidats posent de plus en plus, et ils ont raison de la poser. Pourquoi je viendrais travailler chez vous? Aujourd'hui, il y a une pénurie des talents. Le marché qui recrute le plus aujourd'hui ou qui a du mal à recruter, c'est quel secteur? La restauration, ouais. Évidemment, malheureusement. J'en parlais, les pharmaciens aussi, les pharmacies, les comptables, beaucoup de cabinets comptables, beaucoup de cabinets comptables qui sont en difficulté de recrutement aussi. Voilà, et puis aussi dans l'automobile, on trouve de moins en moins de carrossiers. Il y a énormément de pénuries sur les carrossiers, par exemple. Voilà, c'est surtout là-dessus. Et puis la restauration, c'est devenu un vrai problème. Après, il y a plein de postes, malheureusement, manuels, où il y a une vraie pénurie. Des soudeurs, on en trouve de moins en moins. Des électriciens, on en trouve de moins en moins. Donc il y a beaucoup de métiers aussi. C'est lié aux croyances, liées à ces métiers de manuels, ou parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une certaine mode d'y aller vers tout ce qui est technologie? De toute façon, il y a eu la période où on voulait absolument que les jeunes soient diplômés. Alors, il fallait être diplômé sur diplômé. Donc, on a négligé au maximum ces métiers manuels. Donc, forcément, il y en a moins. Et puis, effectivement, vous parlez de tous ces métiers technologiques, les IT ou dans ce style-là, où effectivement, on a tendance à vouloir plutôt aller chercher des métiers
plus en rapport avec l'influence dans ce style-là. Aujourd'hui, un métier qui se développe sans cesse, c'est de devenir influenceur. Tout le monde veut être influenceur. Alors, soit être footballeur professionnel, sportif de haut niveau, ou influenceur. Alors, c'est sûr qu'à partir de là... En fait, malheureusement, on est rentré aussi dans l'ère du facile, d'une certaine façon, ou de la facilité. On peut gagner de l'argent en étant influenceur dans ce cas, ou en faisant une télé-réalité, ou tout ça. Donc, c'est vrai que ça néglige forcément aussi certains métiers, comme les métiers manuels. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on reste, là encore, sur une approche, j'oserais dire, psychologique, où il n'a pas réussi, hein, il est que mécanicien. Ah, mais il n'a pas réussi, il est que plombier. Alors que ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de saut métier, comme on dit. Il y a des métiers, c'est tout. Donc on peut très bien être mécanicien et puis être valorisé à être mécanicien, quand on peut être architecte ou ingénieur, peu importe. Un métier est un métier, c'est tout. Vous parlez beaucoup de psychologie. Vous avez fait des formations de psychologie ou vous voyez l'importance déjà avec votre métier, votre parcours? Non, j'ai fait très peu de formation en psychologie. Je parle beaucoup de psychologie parce que je suis très attiré par la relation humaine et que je pense que la relation humaine, c'est avant tout aussi psychologique. C'est sur un terrain psychologique que ça se situe. C'est pour ça que j'en parle pas mal, mais j'ai fait très peu de formation en psychologie. Aujourd'hui, je ne veux surtout pas dire que je suis un psychologue, loin de là, mais je pense que voilà, la psychologie entre vraiment en ligne de compte dans les relations humaines. Voilà. Et je pense que c'est aussi là qu'on peut repérer les différences entre chaque personne. On n'a pas parlé d'une autre activité qui passionnait. Vous avez une web TV. Ah oui. Alors, je vous laisse en parler un petit peu. Pourquoi créer une web TV? Vous êtes mon concurrent, un collègue plutôt. Allez, ouais, et face à une personne qui a l'habitude d'interviewer, donc faire ce interview, c'est un vrai challenge pour moi. L'idée, comment a été venue, pourquoi vous l'avez mis en place aujourd'hui, où les personnes qui sont intéressées ou qui veulent entrer en contact avec toi, comment peuvent vous trouver? En fait, Web TV, moi je suis tombé dedans comme ça, un peu comme Obélix dans la marmite, hein. Dans le sens où c'était pendant le confinement en 2020 où en fait j'ai découvert ça un peu par hasard. J'ai découvert une plateforme qui s'appelle StreamYard et qui permet de créer effectivement un studio virtuel, hein, très clairement. C'est pas un vrai studio, c'est un studio sur ordinateur ou dans ce style-là. Et je me suis pris au jeu parce que j'ai un ami qui est animateur et qui lui-même faisait de la web TV, et ensemble on a créé donc cette web TV au départ. Ça s'appelait i38 Info. Après on s'est séparés pour diverses raisons, mais on est toujours en bon terme, et moi j'ai continué à faire de la web TV en créant Web TV 38. Mais en fait j'ai découvert ça un peu par hasard, et comme je suis quelqu'un de passionné, là encore dans la relation humaine, je me suis dit tiens, c'est vraiment un support qui va permettre d'interagir, de faire parler les personnes, de donner la parole. Donc j'ai trouvé ça passionnant, et comme j'aime donner la parole, interviewer les personnes, ça me plaît, et c'est pour ça que je fais ça. Et ça se passe... C'est par pure passion maintenant de pouvoir donner la parole, tout simplement. Et ça sera chaque c'est quoi? C'est hebdomadaire ou c'est hebdomadaire en règle générale, souvent le lundi soir, à 20h, le créneau c'est 20h, 21h. Bon, moi j'ai choisi ce créneau-là parce que, d'abord, la journée je travaille, donc c'est pas toujours évident, mais surtout parce que j'ai repéré que 20h c'est après le repas, parce que souvent les gens dînent à partir de 19h, et c'est avant le film de 21h ou le match de foot de 21h. Donc le créneau 20h, 21h, c'est justement au moment où on n'a pas grand-chose à faire. Ah, si, regardez les informations, c'est les infos de 20h, mais beaucoup de personnes ne regardent pas forcément les informations et ils se disent tiens, allez, on va regarder Joseph sur la web TV de 20h à 21h. Voilà. Et ça sera chaque... Donc c'est souvent les lundis. Les lundis. C'est souvent les lundis. D'ailleurs, je vous annonce que ma prochaine invitée, c'est vous. Eh oui. Et ce sera lundi à 20h. Lundi, j'ai pas oublié, je viens de noter. Et on va inverser les rôles. Exactement. Puisque c'est moi qui vais vous interviewer. Alors, ce rôle,
Est-ce que c'est plus évident d'être interviewé ou interviewer les personnes? Alors, moi je pense que c'est un peu plus évident d'interviewer que d'être interviewé. D'accord. Parce que interviewer, c'est toujours un peu plus facile de poser des questions, il me semble. Mais répondre aux questions en trouvant les bons mots, les bonnes formulations de phrases, et puis en étant le plus à l'aise possible, c'est pas donné à tout le monde. Comment ça a été cette interview? Ah ben moi, je vous dis franchement très à l'aise. Très à l'aise. Mais attention, quand je dis très à l'aise, non pas en étant prétentieux sur les termes, très à l'aise, parce que c'est vrai que je suis plutôt à l'aise avec l'oral en règle générale, et puis avec justement la relation avec les personnes. Donc, et puis bon, j'ai pris l'habitude aussi d'être face à un micro ou face à une caméra. Donc voilà. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci à vous. Est-ce qu'il y a un point à rajouter qu'on n'a pas abordé et une astuce pour les entrepreneurs qui cherchent aujourd'hui des talents et pour les candidats qui cherchent aussi de côté? Non, je pense qu'on a tout détaillé. Je vous dis, le plus important, c'est de ne pas hésiter à avoir aussi des candidats typiques et de se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des candidats qui cochent toutes les cases pour vraiment les recruter ou du moins les accueillir lors d'un entretien d'embauche. Il faut vraiment accepter d'aller chercher des candidats atypiques et de recevoir des candidats atypiques. Et du côté des candidats, il faut aussi que les candidats se mettent dans les meilleures dispositions possibles pour assurer l'entretien, mais pas que. Il faut qu'ils soient en capacité de faire des recherches, et Google sert à ça, enfin Internet en règle sert à ça, de faire des recherches sur l'entreprise, essayer de comprendre qui est l'entreprise, et puis se mettre dans les meilleures dispositions possibles lors de l'entretien pour montrer qu'il y a eu aussi un intérêt d'entrée qui a été porté vis-à-vis de cette entreprise. Merci encore, c'était un plaisir. Merci Nesrine. À la prochaine peut-être. Ah bah oui, on se voit lundi. On se voit lundi, ouais. Vous recommandez l'interview? Bien sûr. Allez les amis, je vous dis à mercredi prochain, comme d'habitude. En tout cas, moi j'ai pris goût et c'était un réel plaisir pour moi. J'espère que ça a été le cas, que vous avez surtout trouvé les astuces pour trouver de l'emploi et aussi pour les entrepreneurs qui cherchent. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas y aller, consulter le profil de Joseph. Vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Sinon, voilà, c'est chaque lundi entre 20h et 21h sur sa web TV. Je vous mettrai tous les liens en tout cas pour le trouver rapidement. Je vous dis au revoir et voilà, c'est midi 43 minutes. Donc bon appétit à tous et à la semaine prochaine.